Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour être là ce soir. On est ravis, de présenter, un événement assez unique, notamment la performance, du duo, d'artistes et commissaires et chercheuses, artiste Agnès Geoffrey et commissaire et chercheuse Vanessa Desclaux, dans le cadre de leur magnifique exposition, dédiée aux jeunes filles, dites déviantes, heu, qui, obstinent, obliquent et tempêtent et j'espère que vous avez eu les temps de visiter l'exposition ou sinon juste après la performance, ça sera l'occasion et avant de commencer avec, ces moments plus, performatifs, on a la chance d'avoir parmi nous, une amie aussi, mais une grande, commissaire, historienne de l'art, Véronique Terrier Hermann, responsable du programme de bourse soutien à la recherche création de l'Institut pour la photographie de Lille, qui est une institution fondamentale en France qui soutient la photographie et c'est aussi grâce à cette institution que ce projet a pu, commencer et voir, la lumière et je remercie aussi, Véronique pour avoir accepté cette invitation et je lui passe la parole et après ça sera elle qui, introduit, nos artistes, pour la performance. Encore merci. Après, il y aura un apéritif, plus tard et je vous invite à rester avec nous, si vous avez des questions, ça sera du coup à la fin autour d'un verre. Merci beaucoup. Alors, je vais évidemment leur donner la parole, mais je voudrais, mentionner, quand même qu'à l'institut, justement, quand elles ont déposé un projet, on a été, tr enfin, le jury, c'est un jury, hein, on le jury a été très, très positif évidemment, mais surtout on est très fiers et surtout de le voir encore maintenant, on l'a vu à Arles cet été, on le voit là, il y aura d'autres propositions d'exposition, je crois et ça nous fait plaisir. Mais donc on a soutenu ce projet parce que, parce qu'il fédère justement peut-être, certains axes de spécificité de notre programme. D'un côté, on a un duo constitué donc d'une historienne de l'art, Vanessa Declos et d'une artiste, Agnès Geoffrey. Donc on a à elles 2 justement, elles fédèrent aussi les différentes entrées de recherche, en photographie, en art. Je précise qu'on avait invité Agnès Geoffrey dont on apprécie beaucoup le travail déjà en 2018 dans une journée de colloque «Les images comme ressources». 2e point qui nous a ravis, c'est que c'était un travail de création photographique et une présence des archives visuelles et textuelles et qu'elle voulait travailler vraiment avec cet ensemble-là. Et puis le 3e point, peut-être aussi, c'est que c'est un sujet qui est impliqué dans une des maisons de préservation. Il se trouve qu'il y en a une justement, il y en avait une dans le territoire des Hauts-de-France et que, du coup, elles allaient travailler aussi sur des archives, spécifiques à cette région et pour information, justement, au printemps, ouvrira, aussi une version, une proposition à l'automne? À l'automne prochain, merci beaucoup pour le update. À l'automne prochain, pardon, aussi une autre, proposition autour de cette exposition dans la citadelle même où vont être préservées les jeunes filles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Moi, je suis là à la fin aussi, parce que je crois qu'on a un verre et si vous avez des questions plus spécifiques, j'y répondrai. Mais je crois que le but du jeu, c'est d'être là pour Agnès et Vanessa, donc je leur laisse la parole. Merci. Agnès et moi allons partager avec vous une des formes à travers laquelle se développe notre collaboration, au croisement de nos pratiques d'artistes et de commissaires-chercheuses. Cette forme que nous vous présentons est une conférence scriptée, à travers laquelle nous tentons de relier des fragments empruntés à différentes formes d'archives, collectés au gré de nos lectures et de nos recherches, ou bien façonnés par nos propres pratiques photographiques et textuelles. Nous introduisons du désordre et de l'indiscipline dans les archives du pouvoir pour privilégier des points de vue sensibles. Les nôtres, mais surtout ceux des sujets de l'histoire que nous explorons, comme Albertine Sarrazin, romancière et ancienne détenue de la prison-école de Doulan,
Ces histoires sont collectées en marge des archives, reliées de manière fictive à des récits contemporains à travers les textes d'autrices féministes. L'histoire de la justice des mineurs et de l'éducation surveillée est une histoire marquée par une différenciation basée sur le genre, non pas du point de vue de la loi, qui ne différencie pas les filles et les garçons, mais à travers le comportement des familles, celui de la police ou dans le processus de décision des juges. Cette différence, basée sur le genre, est aussi au cœur de l'organisation des institutions qui prennent en charge les mineurs. À partir de la fin du XIXe siècle, en France, les garçons sont placés dans des colonies pénitentiaires, qui sont des institutions publiques. Mais jusqu'aux années 1960, les filles sont, elles, majoritairement prises en charge par des institutions privées, comme celle régie par la Congrégation du Bon Pasteur d'Angers. Seules quelques institutions publiques, nommées écoles de préservation, ouvrent leurs portes à Cadillac, en Gironde, à Doulan, dans la Somme, et à Clermont-de-Loise, entre 1891 et 1908. Dans les archives des écoles de préservation, les rares images existantes sont celles prises par le studio du photographe Henri Manuel, qui a réalisé une commande sur les prisons et les institutions pour mineurs relevant du ministère de la Justice. Ce reportage d'importance couvre l'école d'administration pénitentiaire, 17 maisons d'arrêt, 6 centrales et enfin 9 établissements pour mineurs. Les photographies sont organisées dans des albums pour chaque institution. Il n'y a pas d'informations sur les modalités et les finalités de la commande, mais ce fonds photographique, réalisé dans les années 1930, offre des images uniques de la vie dans ces établissements pénitentiaires en France. Ces images révèlent le manque d'aisance du photographe Henri Manuel et de ses collaborateurs avec la forme du reportage. Habitués au portrait et familiers des maisons de couture. Ces photographies mettent en évidence une mise en scène, révélant des enjeux d'hygiène et de contrôle, médical et social, montrant la place du travail domestique ou agricole dans la rééducation des jeunes filles. Longtemps peu connues, peu diffusées, les images sont aujourd'hui numérisées et consultables en ligne. Nous partageons ici une sélection de quelques images qui ont retenu notre attention. Qu'est-ce qu'une inéducable ? D'un point de vue linguistique, ce terme appartient au vocabulaire défaitique. C'est un qualificatif qui décrit par défaut. C'est un terme qui indique le manque ou l'absence de quelque chose. Une inéducable, c'est quelqu'une qui est un, qui est sans, qui ne peut pas être. Une inéducable est quelqu'une qu'on ne peut éduquer, qui ne peut pas recevoir une éducation. Les travaux de l'historienne Véronique Blanchard ont montré que la déviance dont ces jeunes femmes sont accusées tout au long du XXe siècle se rapporte, et je la cite, au fait qu'elles ne respectent pas les normes de genre, qu'elles ne se conforment pas à l'idéal de la jeune fille morale, c'est-à-dire vierge, innocente, sage, docile. Malgré les bouleversements sociétaux que la Seconde Guerre mondiale a déclenchés, la période de l'après-guerre en France perpétuera une vision conservatrice du rôle des femmes et un traitement inégalitaire des filles et des garçons. Le contrôle social est avant tout exercé au sein même de la famille, comme le soulignent les sociologues Corinne Cardy et Geneviève Pruvot. S'agissant des femmes, la cartographie disciplinaire ne peut se réduire au triangle police, justice, prison proposé par Foucault et repris par la sociologie pénale. La géopolitique imaginaire de la discipline au féminin est tout autre. Elle oblige à se tourner vers la parapénalité, l'infrapénalité ou encore la micropénalité, qui font moins référence à la loi qu'au pouvoir de la norme.
Dans cette perspective, la famille, lieu de surveillance et de socialisation différentielle, apparaît comme le levier du quadrillage disciplinaire qui s'exerce sur le corps et les âmes des femmes. Depuis 1810, le dispositif de la correction paternelle permettait aux pères le placement de leurs filles dans des institutions sans qu'un délit pénal en tant que tel ne soit commis. Stipulant qu'elles étaient agies sans discernement, elles étaient placées de façon arbitraire dans ces institutions privées ou publiques et pouvaient rester incarcérées jusqu'à leur majorité, 21 ans jusqu'en 1974. Enfermées pour des délits mineurs tels que le vol, elles sont surtout accusées de débauche ou de vagabondage, sans que des preuves soient exigées, et alors même que les fugues sont souvent causées par des maltraitances, violences et agressions sexuelles subies dans le cadre familial. Le terme de préservation, qui qualifie les dites écoles, est éloquent. Il s'agissait aussi bien de préserver la virginité des jeunes filles avant mariage que de préserver la société de ces jeunes filles jugées déviantes et vicieuses. Leur rôle est de devenir des mères de famille. Le corps sexualisé des filles est considéré comme un objet de suspicion, de menace pour la société. Une fille qui sort est immédiatement soupçonnée de débauche. Pour ceux qui exercent le contrôle, il n'y a qu'un pas entre ce comportement indiscipliné et la prostitution. Ces termes sont omniprésents dans les dossiers des dites pupilles, nous parlerons plutôt de détenus, au sein des écoles de préservation, sans qu'on puisse vérifier l'existence d'activités prostitutionnelles en tant que telles. Les fugueuses, les vagabondes obsèdent la justice des mineurs. Dans les lieux où on les enferme, le corps des jeunes filles est passé au crible. On distingue celles qui sont préservées de celles qui ne le sont pas, peu importe que la cause de la perte de la virginité soit un viol incestueux. Certaines écoles ont un quartier dédié à la protection des filles et un quartier correctionnaire, des jeunes filles en danger, des jeunes filles dangereuses. La distinction entre ces deux facettes de l'éducation surveillée est fondamentalement ambiguë. À la lecture des rapports individuels, des travaux de psychiatres, des conclusions des juges, une grande confusion se révèle entre faits de délinquance réprimables par la loi et la répression de comportements qui dérogent aux normes de genre. Insoumission, rébellion, arrogance, revendication d'une liberté sexuelle, fondée sur une condamnation morale et ancrée dans une vision conservatrice et patriarcale. D'après les actes de Violette Nozière, ce qui est seulement évident, c'est qu'elle est une perverse. Son indifférence affective, sa malignité, sa mythomanie, ses vols, sa conduite, son meurtre avec préméditation et mise en scène, c'est tout le syndrome des perversions. Mais comment Violette Nozière est-elle devenue une perverse ? Sont-ce des perversions instinctives, constitutionnelles, congénitales ou des perversions acquises ? Il faudrait connaître son hérédité, son enfance, son milieu, son éducation. Cette gosse était depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années, une prostituée. Elle était aussi malade. De quoi ? Son histoire est pleine d'imprécisions. Elle haïssait ses parents, c'est le seul fait certain. Moi, je marche. Je ne flâne pas au rade, je n'ai pas le temps. Je n'aime pas le trottoir et je ne suis pas plus pute qu'autre chose. J'emploie ce moyen parce qu'il est rapide, qu'il ne nécessite ni horaire ni apprentissage, ou si peu. Les pattes des souteneurs, les roublardises des clients, je m'en défilais déjà à 16 ans, et rien n'a beaucoup changé depuis. Je ne crains vraiment que la poulaille, n'ayant pas le moindre papier à lui présenter en cas de rafle. Mais sans cesse, je change de rue, d'hôtel, d'allure. Je renifle les passants avant de leur répondre. Une intuition obscure et certaine m'arrête ou m'encourage. Des feux de signalisation clignotent dans ma tête. Rouge, attention. Vert, c'est bon. Passe, attends. N'attends pas et file. Souris, viens.
ces jeunes filles qui aspirent à des formes de liberté et d'indépendance incarnent une menace à un ordre patriarcal qui veut les soumettre par la force sociale de la moralité ou par celle physique de l'internement. La théoricienne britannique Sarah Ahmed a souligné qu'une forme de volonté semble rendre d'autres volontés obstinées. Une forme de volonté suppose le droit d'éliminer les autres. Les désirs, les émotions, les comportements de ces sujets dits obstinés apparaissent aux yeux des autres comme dégradés et corrompus, étranges et menaçants. C'est ce seuil entre normal et anormal qui se déplace au fur et à mesure du temps, sans que cette opposition devienne pour autant obsolète. Elle persiste dans les désignations et assignations de personnes considérées à la marge de la société, de la morale, de l'acceptable, de la décence. Notre recherche s'est attachée à observer et documenter les manières dont l'indiscipline et la vitalité persistent malgré la rigueur du redressement et de la rééducation, malgré les humiliations et les privations. Des bras se tendent, des rébellions sourdes, des cris rompent le silence. Quelque chose fait dérailler l'institution. Le terme qui revient continuellement dans les archives est le terme de relèvement des jeunes filles. Relever les filles en danger moral, les filles tombées dans le vice et la prostitution. À cette obsession du relèvement, j'y oppose le corps oblique, le corps penché, le corps qui s'échappe, le corps dissident. Considérons la norme comme le résultat d'actions corporelles qui se répètent dans le temps et qui produisent par là ce que j'ai appelé un horizon corporel. Un espace d'action qui place certains objets plutôt que d'autres à portée de main. On peut décrire cette dimension normative dans les termes de notre problème. La norme est un processus par lequel le corps est redressé, il s'aligne. Les choses sont redressées sur leur axe vertical quand elles sont alignées, c'est-à-dire quand elles sont alignées sur d'autres lignes. Plutôt que de présupposer la ligne verticale comme un simple donné, on pourrait ainsi considérer la ligne verticale comme l'effet de processus d'alignement. Pour que les choses s'alignent, il faut corriger les moments où les orientations apparaissent comme étranges ou dérangées. On pourrait décrire l'hétéronormativité comme un tel dispositif de redressement qui traduit et redresse le penchant du désir queer. Faire surgir le corps oblique, c'est prêter une forme à l'indiscipline, à une rébellion puissante et déterminée. Malgré le contrôle qui s'exerce, le corps apparaît au sein des institutions carcérales pour mineurs comme l'unique espace de liberté, seul espace d'expression et de résistance. La lecture des archives nous guide vers des manifestations quotidiennes de désaccord, d'obstination et de tumulte, qui ont pour conséquence des punitions, telles que le pain sec, la privation de promenade ou le placement pendant des jours en cellule. Bulletin de statistiques morales. Mais le trouble parmi ses compagnes, prétend lire dans les lignes de la main, 5 jours de cellule. a fait un geste inconvenant dans la cour et a refusé de faire une punition au piquet, 8 jours de cellule. a arraché une feuille sur son cahier, Amende 25 centimes. a fait écrire par une compagne un billet destiné à son ami, 2 jours de cellule. bruit en cellule, 2 jours de cellule. a écrit sur des gamelles pour correspondre avec les enfants de la cuisine, 4 jours de cellule et 25 centimes d'amende. obscénité, 3 jours de cellule. réflexion inconvenante pendant l'appel, affection malsaine, insolence. 2 jours de cellule. Mécontente d'être changée de cellule au dortoir, a insulté grossièrement le personnel, 4 jours de cellule. paresseuse et indisciplinée. 3 jours de cellule. Très mauvaise attitude au réfectoire, conseille le désordre à ses compagnes. 1 jour de cellule. Tenue et mœurs scandaleuses, essaye par tous les moyens possibles d'attirer l'attention d'une compagne qu'elle recherche avec insistance. A cherché querelle à sa voisine de table et l'a menacée. Au moment d'entrer en cellule, a sauté par-dessus le mur et s'est précipitée vers la buanderie
et a frappé une compagne avec acharnement. 10 jours de cellule. D'autres archives administratives et de presse nous renseignent sur les occurrences de révoltes collectives, de mutineries au sein des écoles de préservation. Une mutinerie de jeunes détenus à Clermont-de-Loise, 4 janvier 1912, Le Petit Journal. Une mutinerie a éclaté à l'école de préservation de Clermont, hier soir, vers 8h15. 250 détenus ont pris part. En un clin d'œil, environ 600 carreaux des dortoirs ont été cassés. Monsieur Olivier, directeur de la maison, voulut haranguer les révoltés, mais il fut accueilli par des injures, des chants et des vociférations. Le personnel de l'établissement étant insuffisant pour établir l'ordre, les 2 brigades de gendarmerie de Clermont arrivèrent avec le lieutenant Serin à leur tête. Les mutines saccagèrent la lingerie, brisèrent les armoires, une machine à coudre et tout ce qui leur tomba sous la main. De plus, elles lacérèrent des registres de comptabilité. Armées de leurs sabots, de planches, de cuvettes, de vases, de manches à balai, elles frappaient à tour de bras sur leurs gardiens, sur leurs surveillantes et sur les gendarmes. Monsieur Delhommel, maréchal des logis chefs de Clermont, reçut un coup de sabot sur la main gauche et un coup de manche à balai sur la tête. Quelques coups de revolver furent tirés dans les murs de ronde pour intimider les révoltés et leur ôter l'idée qu'elles pouvaient avoir de sauter le mur. On ne put se rendre maître des mutines qu'en les empoignant une à une, revolver au poing, et en les enfermant dans des cellules. Enfin, à 1h, le calme fut rétabli. Ce matin, une instruction a été ouverte. D'après les premiers renseignements recueillis, il paraît que la révolte était projetée depuis longtemps. Les causes n'ont encore pu être nettement déterminées. L'école de préservation de jeunes filles de Clermont comprend 2 quartiers, le quartier de correction et le quartier de préservation. Heureusement, il n'y a que ce dernier qui s'est mutiné, car le premier est composé d'éléments plus dangereux. Assez grave mutinerie éclatée, sans aucun motif, hier soir, 8h. École de préservation de Clermont. Plupart détenus ont pris part. Rappel calme du directeur n'ayant été écouté. Gendarmes sont intervenus soirée. Ordre a été rétabli. Dégâts matériels sont assez importants. Quelques détenus ont été blessés légèrement. Qui a le droit de se défendre par le fait de disposer d'une arme, qui au contraire se trouve exclu de ce privilège. Historiquement, le port d'armes a fait l'objet de codifications visant à le contrôler étroitement. Ces législations ont classifié les armes selon des échelles complexes de technicité et dangerosité. Elles entendaient par là même hiérarchiser des statuts, distinguer des conditions, sédimenter des positions sociales, c'est-à-dire instituer un accès différencié aux ressources indispensables à la défense de soi. Les pratiques martiales sont protéiformes. Un objet peut être utilisé comme arme sans pour autant être reconnu comme tel. C'est le cas pour les artefacts en tout genre, fourches, faucilles, bâtons, faux, pioches, mais aussi aiguilles à tricoter, épingles à cheveux, rouleaux à pâtisserie, ciseaux, pieds de lampe, bibelots, ceintures et lacets, fourchettes, clés, bombes à aérosol, bonbonnières de gaz, ou encore le corps lui-même, mains, pieds, coudes, etc. On peut user de toutes choses de 1000 façons possibles.
N'importe quel objet peut devenir une norme par destination. Le 6 mai 1947, à Fresnes, dans les bâtiments affectés aux filles dépendant de l'éducation surveillée, vers 9h30, les mineurs de plusieurs groupes se livrent à des manifestations diverses. Refus d'obéissance, injures envers le personnel, refus de travail, bris de carreaux, destruction du matériel, pillage du magasin. Vu l'intensité de la rébellion, on appelle un représentant de l'administration centrale. H. Saint-V arrive en fin de matinée. Il réussit à ramener les filles dans la cour, mais 1 heure ou 2 plus tard, elles escaladent le mur et tournent dans le chemin de ronde en chantant. Elles s'arment de haches, de marteaux, de barres de fer. Elles cherchent du pétrole pour mettre le feu. Les filles qui se sont révoltées appartenaient à l'institution corrective de Clermont, sinistrées et repliées provisoirement à Fresnes, où elles avaient été transférées. Nous avons été marqués par la dimension sonore de ces récits de révolte. Cris et chants accompagnent les gestes des détenus dans leurs actes de rébellion. Ces chants rompent l'obligation au silence qui règne dans les établissements. Les chants incarnent des moments de rassemblement, ils les galvanisent, modifiant leurs états de conscience. Ils incarnent une forme essentielle de vitalité. Ne craignez rien encore, tant que nous chantons des chansons violentes et que nous finissons par des chansons sentimentales, ce n'est pas grave, ça nous détend. Mais quand nous commencerons par les chansons sentimentales et finirons par des chansons violentes et des cris de mort, alors que la directrice prenne garde. Marie Ribon, détenue, Fresnes, 1947. La chanson commença, les tam-tams avec les plats et les gamelles, et elles se perchèrent sur les vasistas. Après la visite de mon mari, elles reprirent de plus belle leur sérénade, qui ne s'arrêtèrent qu'à 1h30 le vendredi matin. Mon mari et moi avons passé la moitié de notre nuit aux cellules, nous demandons bien quel moyen employer. Enfin, les voix se sont éteintes. Le sommeil venant, elles se sont endormies. À 6h le vendredi matin, recommençait le tintamarre. C'est alors que je vous demandais l'autorisation de les doucher. Nous avons passé à ce travail notre après-midi de vendredi de 15h à 19h. Madame Desbois, directrice de la prison de Fresnes, 1947.
Les écoles de préservation ont été des lieux de violence et de disciplinarisation des filles. Ne pourrait-on arrêter de croire que l'enfermement favorise la moralisation ou prédispose à la rééducation? Ne peut-on se convaincre que tout enfermement, quel qu'il soit, ne peut engendrer de l'éducation? Demande l'historienne Françoise Tétart. La majorité des filles n'ont commis aucun délit pénal. Enfermées pour des années, c'est leur comportement dans cette obscure nuit carcérale qui leur vaut le qualificatif d'inéducable. Une des jeunes filles révoltées de Fresnes, transférée dans une autre institution, écrit quelques mois après la révolte. « Moi aussi, j'ai démissionné. Oui, depuis hier à 2 heures, j'ai refusé de travailler. Pensez-vous comme j'en ai assez de travailler pour 1400 francs? Ce sont de bonnes poires, les filles de correction. Ah oui, mais attention, quand les poires se gâtent, on ne peut plus les manger, et quand la foudre éclate, on ne peut plus l'arrêter. » 26 août 1947. Toute la bande avait été vaccinée. Plus jamais de police ni de juge. Elles avaient eu envie d'abandonner les questions déplacées posées à 2 heures du matin dans un commissariat froid par un fonctionnaire qui cherche avant tout à éviter d'avoir un viol sur les bras. Elles ne voulaient plus qu'on leur demande comment elles étaient habillées, si elles avaient eu beaucoup de partenaires, si elles étaient des personnes sensées, insérées dans la société. Elles avaient décidé de refuser qu'on les qualifie de folles, de mythomanes, qu'on leur reproche de détourner la réalité, de la dramatiser. Ce qu'elles voulaient, c'était des réparations. C'était se sentir moins vides, moins laissées pour compte. Elles avaient besoin de faire du bruit, de faire des vagues, que leurs douleurs retentissent quelque part. Elles disent qu'elles cultivent le désordre sous toutes ses formes, la confusion, les troubles, les discussions violentes, les désarrois, les bouleversements, les dérangements, les incohérences, les irrégularités, les divergences, les complications, les désaccords, les discordes, les collisions, les polémiques, les débats, les démêlés, les rixes, les disputes, les conflits, les débandades, les débâcles, les cataclysmes, les perturbations, les querelles, les agitations, les turbulences, les déflagrations, le chaos, l'anarchie. Les mots grossiers, crus, vulgaires, et les gestes encore plus vulgaires, maman les connaissait tous. Espèce d'enculé, fous le camp de mes plates-bandes, au flic qui était venu prendre les meubles. Sale bâtard, suceur de merde, à l'homme qui avait mis sa main sous sa jupe. Chaque jour de la vie de maman, Jésus chiait dans son froc. Même si elle me giflait quand je les utilisais, maman m'a appris le pouvoir des vilains mots.
Dis foutu, dis nom de Dieu, dis tout ce que tu veux, mais commence par Jésus et termine par merde. Ajoute ce rire, celui qui camoufle ton cœur brisé. Oh, ne montre jamais ton cœur brisé. Fais-leur plutôt croire que tu n'en as pas. Si des gens s'apprêtent à te frapper, ne reste pas là, juste allongé. Crie-leur dessus. Lors de nos recherches dans les archives concernant les écoles de Cadillac, Clermont-de-Loise ou Doulan, nous avons rencontré de nombreux récits d'évasion. L'idée que certaines aient pu trouver la vitalité et les moyens pour se soustraire, même temporairement, à l'enfermement, nous a soulagés. De ces lieux où elles sont emprisonnées, elles ne fuguent pas, elles s'évadent, au risque d'être rattrapées et de voir alourdir leurs peines et les punitions subies. Pour s'échapper, certaines se mutilent, d'autres sautent. Le ciel s'était éloigné d'au moins 10 mètres. Je restais assise, pas pressée. Le choc avait dû casser les pierres. Ma main droite tâtonnait sur des éboulis. À mesure que je respirais, le silence atténuait l'explosion d'étoiles dont les retombées crépitaient encore dans ma tête. Les arêtes blanches des pierres éclairaient faiblement l'obscurité.
Ma main quitta le sol, passa sur mon bras gauche, remonta jusqu'à l'épaule, descendit à travers mes côtes jusqu'au bassin. Rien. J'étais intacte. Je pouvais continuer. Je me mis debout, le nez brusquement projeté contre les roses, étalé en croix. Je me rappelais que j'avais omis de vérifier aussi mes jambes. Trouant la nuit, des voix sages et connues chantonnaient. « Attention, Anne, tu finiras par te casser une patte. » Je me remis en position assise et recommençai à explorer. Cette fois, je rencontrais au niveau de la cheville une grosseur étrange qui enflait et pulsait sous mes doigts. J'ai la patte cassée. Je levai les yeux vers le haut du mur où ce monde restait endormi. J'ai volé, mes chéris, j'ai volé, plané et tournoyé pendant une seconde qui était longue et bonne, un siècle, et je suis là, assise, délivrée de là-haut, délivrée de vous. Je suis devenue une échappée, une de celles dont parlent les autres. Je suis devenue celle qui s'est enfuie. Laissez-moi vous parler des femmes qui se sont enfuies, de toutes les femmes légendaires qui sont parties. Mais où suis-je, moi, dans les histoires que je raconte? Pas la raconteuse, mais la femme dans l'histoire, la femme qui croit en l'histoire. Quelle est la vérité à son sujet? C'était l'une d'entre elles, l'une de ces femmes légendaires qui se sont enfuies. Une reine sorcière, une jeune fille guerrière, une mère avec une valise en toile, une fille aux os brisés. Les femmes s'enfuient parce qu'elles doivent s'enfuir. Si je suis partie, c'est parce que sinon je serais morte. Personne ne m'avait prévenu qu'on emporte son monde avec soi, que s'enfuir devient une habitude, que le secret de la fuite, c'est de savoir pourquoi on s'enfuit et où on va, et de laisser derrière soi les raisons pour lesquelles on part. Nous, filles bien nées, filles mal nées, Fille de divorcés, fille non désirée, fille née de la collaboration dans l'après-guerre, fille intelligente, fille créative, fille précoce, fille spirituelle, fille débrouillarde, fille curieuse, nous ne sommes ni vulgaires, ni versatiles, ni vénéneuses, ni vilaines, ni violentes, ni vengeuses, ni véhémentes, ni vicieuses, ni mauvaises, ni superficielle, ni caractérielle, ni asociale, ni méchante, ni délurée, ni détraînée, ni des âmes perdues. L'un des fils rouges de ce projet est de travailler avec la conscience que le poids des stéréotypes de genre assigne aux femmes une identité virtuelle de victime plutôt que d'auteur de violence. Nous cherchons à nous tenir sur une ligne de crête qui ne cherche pas à légitimer, justifier ou rendre acceptables tous les actes des jeunes femmes qui sont les protagonistes de notre recherche, mais plutôt de ne pas ignorer les manifestations de leur colère, de leur révolte et de leur désir. Ne pas occulter ou ignorer, ne pas euphémiser ou pathologiser, ne pas déresponsabiliser ces femmes, même face à des situations qui les oppriment et les enferment. Faire entendre leurs récits, montrer leurs gestes, les considérer comme sujets de leur histoire. Merci.
Merci encore à Federica de nous avoir invités et permis de faire cette performance dans ce lieu magnifique pour l'exposition. Et merci Véronique et l'Institut et Anne Lacoste de nous avoir permis de construire tout ce projet voilà, qui a duré plus de 2 ans et demi, 2 ans maintenant. Et voilà, merci à vous deux.